Bienvenue les amis dans la Ligue du Cercle Hermétique Sacré. Aujourd'hui pour le module 2 du degré 1. Nous allons clarifier le module 2 ensemble. Donc je vous fais ces vidéos comme promis pour vous aider à la pratique de ces leçons. Donc on va faire comme la dernière fois, on va le lire ensemble et vous commenter petit à petit. Donc module 2, connaissance de soi et équilibre des éléments. Vous aurez pu remarquer que j'ai beaucoup répété éléments. C'est pour vous marquer la mémoire avec ce terme. Il faut que vous pensiez en termes d'éléments. Il faut que vous observiez le monde autour de vous en termes d'éléments. Objectif du module, comprendre comment les éléments agissent dans le corps, adopter la bonne attitude intérieure et commencer un travail sérieux, honnête d'introspection pour identifier et classer tes défauts selon les 4 éléments. Durée recommandée 4 à 6 semaines, fréquence tous les jours. Partie théorique. Le karma, la loi de cause et effet. Il existe une loi universelle et immuable, la loi de la cause et de l'effet, aussi appelée karma. Ici, quand on dit aussi appelé karma, c'est que c'est ça le karma, hein. C'est les conséquences. Karma, ça veut dire conséquence. Rien de plus ésotérique que ça. Karma, rappelez-vous-en bien, égale conséquence. On vit dans un monde de causes et de conséquences. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, un de nos buts, c'est de nous déplacer de la conséquence à la cause. D'accord ? C'est une posture qu'on acquiert avec l'entraînement. Chaque action, chaque pensée, chaque parole et chaque intention que tu émets crée une cause qui produira un effet correspondant. Ce que tu sèmes, tu le récolteras. Cette loi ne juge pas, elle est neutre et parfaitement juste. C'est le grand initié qui disait « Vous récolterez ce que vous sèmerez, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». C'est un très bon résumé de la loi du karma. On peut des fois se demander comment ça se fait que on ne récolte pas toujours ce qu'on sème ou que certaines personnes semblent semer le mal et ne pas le récolter. Alors très souvent, c'est parce qu'on y met notre nez dedans. Dans les textes sacrés, il est écrit que la vengeance appartient au Seigneur. Donc ça veut dire que à partir du moment où vous essayez d'appliquer votre pouvoir interne à l'extérieur de vous pour vous rendre justice vous-même, alors vous privez la providence de le faire par elle-même. Donc si vous êtes toujours trop agité et tout le temps en train d'essayer de régler les choses par vous-même, alors vous ne faites pas agir le karma, vous agissez à sa place. Et le problème, quand on agit à la place du karma, c'est qu'on souvent, on prend la place de la personne qui devait prendre ce karma. C'est très important, c'est une parenthèse très importante que je vais faire ici. On ne peut pas aider n'importe qui, n'importe comment. Notre Créateur nous a mis sur cette planète, chacun pour faire notre expérience. On a le droit de faire l'expérience que l'on souhaite, que ce soit construire la réalité ou la détruire, que ce soit construire l'humain et l'amour, etc., ou le détruire. On a le droit, d'accord ? Donc on ne peut pas aller vers quelqu'un et lui enlever ce droit. Il a le droit de faire ses expériences et de vivre son karma, ok ? Quand quelqu'un rentre dans une difficulté, c'est-à-dire que le karma a commencé à le rétribuer. Pas forcément pour quelque chose qu'il vient de faire. Des fois, ça prend du temps. Des fois, le karma prend du temps. Ça prend du temps, mais ça arrive. Donc, quand quelqu'un commence à être rétribué d'une mauvaise façon, l'aider directement, par exemple, s'il pleure et que je le console, ça va pas vraiment l'aider. Parce qu'après, il va croire qu'à chaque fois qu'il pleure, alors il a le droit d'être consolé. Alors que c'est pas vrai. Quand on met une fessée à un enfant et qu'il pleure, on va pas le consoler juste après, pendant qu'il pleure. On attend d'abord qu'il comprenne. Et après, on va lui expliquer d'ailleurs. On va pas spécialement le consoler, on va lui expliquer pourquoi il a pris une fessée. Lui expliquer pourquoi il s'est fait gronder. C'est pareil avec un humain. S'il y a un humain qui a fait une bêtise autour de moi et que la vie se met à le frapper, il vaudra mieux pour lui que je lui explique et que j'essaie de lui faire comprendre ce qui lui arrive, plutôt que j'essaie de lui faire oublier. Parce que lui faire oublier, ça ne va pas le sortir de son état. Son état va revenir. Rappelez-vous toujours de cet exemple, les émotions, les états qu'on vit, c'est comme les planètes, comme la Lune. Quand la Lune, elle part, elle disparaît pas. Elle revient toujours. Un état, c'est pareil. Tu peux chasser un état, si tu le résous pas, il va revenir sous la même forme, voire pire. Donc, on peut pas aider les gens n'importe comment. Si par malheur,
on s'entête à aider les gens n'importe comment, si je m'entête à donner de l'argent à un toxicomane qui vit en bas de chez moi, ou si je m'entête à essayer de résoudre une situation que quelqu'un vit par rapport à son karma, alors je risque très fortement de prendre ce karma pour moi et que ça commence à m'arriver à moi. Donc, les amis, mêlez-vous de vos affaires. Vous ne serez jamais jugé sur une aide que vous n'avez pas donnée. Par contre, si vous vous donnez la mauvaise aide, là-dessus, vous serez jugé. Ne pas aider, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est mieux d'aider, bien sûr, mais c'est mieux d'aider de la façon juste. Et c'est toute la difficulté de la transformation des éléments à l'intérieur de nous et de la transformation du désir, c'est d'arriver à saisir ce que c'est que le don juste, la justice, la justesse. Donc il est difficile d'atteindre à l'intérieur de nous cette mesure de sensibilité qui va nous permettre de savoir quand est-ce que je donne la bonne chose. Et c'est tout un entraînement. Donc je peux pas tricher avec ça. Je peux pas me dire, bon bah c'est bon, je donne de l'argent aux pauvres, aux orphelins, alors c'est bon, j'arrive à donner. Non, non. Si on ne sait pas exactement de quoi ils ont besoin, alors c'est pas un don, c'est un don qu'on fait à soi-même. Et un karma qu'on va se ramasser aussi. Donc, faites attention à ce que vous donnez, à qui vous le donnez, et aussi ce que vous cherchez en donnant. Parce que si, par exemple, il y a quelqu'un qui a choisi d'être toxicomane et de vivre dehors, est-ce que c'est à moi de dire qu'il a fait un mauvais choix ? Non, c'est à lui de se dire ça, c'est pas à moi. S'il ne se le dit pas, alors mon action pour le changer d'état sera de la violence. Si j'essaie de changer l'état de quelqu'un pour qu'il soit comme moi je pense qui est juste ou qui est bien, c'est de la violence. C'est de la destruction. Donc ça marche pas comme ça. Je peux aider les gens s'ils me le demandent. Voilà. Si quelqu'un vous le demande, alors là, vous devez l'aider. Mais s'il y a quelqu'un qui n'a rien demandé et qui vous semble dans une difficulté selon votre propre prisme qui vous vient de votre ego, abstenez-vous. Abstenez-vous. Mêlez-vous de vos affaires. Je vous encourage à aider, mais je vous encourage aussi à vous mêler de vos affaires. C'est-à-dire que le monde n'est pas censé ressembler à ceux que vous souhaitez. Sinon, les réformateurs du monde auraient déjà massacré les 2/3 de la planète, comme on enlèverait des fruits pas mûrs à un arbre pensant qu'ils ne seront jamais mûrs. Ça marche pas comme ça. Chaque chose qui existe doit arriver à une maturité, et souvent la maturité inverse cette chose. Je prends un exemple, quelqu'un qui va être très sanguinaire, très combattant, très agressif, en vieillissant, en ayant des enfants, etc., il sera la personne la plus à même de pouvoir les protéger, parce qu'il connaît la violence. Donc il sait comment on protège de la violence, parce que lui, il en a créé beaucoup de violence. Il connaît ça. Donc sa maturation aura inversé sa qualité, enfin son défaut pour en faire une qualité. Ça se passe comme ça. Vous pouvez prendre le pire défaut du monde, quand il va s'inverser, ce sera une qualité. C'est pour ça que les choses doivent être à leur place et non supprimées. Tout à sa place. Tout à sa place. Quelque chose que Dieu laisse exister, c'est pas à vous de le supprimer. Par contre, effectivement, si vous avez choisi dans votre vie de construire et que vous tombez sur quelqu'un qui détruit, vous allez forcément vous battre. Parce que vous pouvez pas laisser quelqu'un détruire votre ego non plus. Votre ego, c'est une force sacrée donnée par en haut. Vous êtes censé la corriger, c'est votre véhicule. Donc vous ne pouvez pas laisser quelqu'un la détruire. Donc, vous pouvez avoir des combats, d'accord ? Mais ces combats sont équilibrés. C'est dans la friction des forces qu'il y a un développement. Et vous verrez que si vous avez une bonne intention, ces combats auront une issue très souvent différente de ce à quoi vous vous attendez. Donc le karma n'est pas une punition, c'est un mécanisme d'apprentissage et d'évolution. Plus tu deviens conscient de cette loi, plus tu peux choisir consciemment tes causes pour créer des effets positifs. Absolument. Comme je viens de vous l'expliquer, essayez de vous localiser quand vous agissez. Quelles sont vos intentions ? D'accord ? Placez-vous toujours dans la cause des choses, c'est-à-dire ne réagissez pas parce que quelqu'un a fait ça, alors je fais ça. Là, on est dans la difficulté. D'accord ? Essayez le plus possible d'être dans la cause et pas dans la conséquence. Point numéro 2. L'homme, le microcosme. Donc le microcosme, c'est l'univers en petit. L'être humain est une réplique miniature de l'univers. L'univers qui est le macrocosme. Macro, c'est très grand, micro, c'est petit. Tout ce qui existe dans le grand monde existe aussi en toi. C'est pourquoi l'homme est appelé microcosme. Ça, c'est très important. C'est un grand secret, on ne s'en rend même pas compte. Toute la réalité est générée dans
un écran que j'ai à l'intérieur de moi, dans lequel je vois la réalité, d'accord? Ce qu'il existe réellement à l'extérieur de moi, je n'en sais rien. Je ne sais pas si ce livre, il n'a pas 1 mètre de couche vibratoire que je ne peux pas sentir avec ma main. J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que en partie, il est quelque chose que je touche. Simplement en partie. Et que cette partie, c'est une projection à l'intérieur de moi qui se forme. Je vois pas le vrai monde. Parce que c'est mon ego qui forme mes désirs et mes désirs qui me font utiliser mes sens. Et mes sens qui me donnent une vision de la réalité. Donc une vision de la réalité qui se projette sur mon écran intérieur. Donc dans cet écran intérieur, il y a tout l'univers. Tout ce qui existe se reproduit dans cet écran intérieur. Absolument tout ce qui existe. C'est-à-dire que si je voyage, je me décorpore, je vais rester quand même à l'intérieur de moi, dans la mesure où toute la réalité est enfermée à l'intérieur de moi. Toute la réalité est enfermée à l'intérieur de moi. Le corps n'est pas seulement une enveloppe matérielle, il peut être vu comme un beau vêtement dont l'harmonie permet à l'âme et à l'esprit de s'exprimer. Ici, on est dans un des buts principaux de notre incarnation. C'est l'expression de notre pouvoir interne. L'expression de ce que l'on est, de ce que l'on expérimente. C'est-à-dire que si vous acceptez de vous exprimer, vous allez voir les choses tourner en votre faveur. Si vous ne vous exprimez pas, vous n'êtes pas obligé de vous exprimer, hein. Mais si vous ne vous exprimez pas, les choses ne tourneront pas en votre faveur puisque vous ne vous êtes pas exprimé. D'accord ? Je ne parle pas de trop parler. Je parle pas de trop parler. Je parle d'exprimer sa créativité. Je parle d'exprimer ses idées profondes. Je parle d'exprimer ses intentions profondes. Comprenez ? Donc, notre corps, notre esprit, c'est comme des véhicules où l'âme réside et permet à l'âme de faire son expérience en s'exprimant. La santé véritable est l'harmonie parfaite des forces des 4 éléments à l'intérieur du corps. C'est-à-dire que la santé véritable, c'est pas juste la santé de ce corps. C'est aussi la santé psychique, c'est la santé émotionnelle, c'est la santé spirituelle, c'est la santé de l'âme. D'accord ? Donc il y a un équilibre général qui fait qu'on est en bonne santé, qui fait que on va bien. C'est-à-dire qu'on va bien, on est aligné. La bonne santé générale, c'est quand on peut se permettre d'être aligné parce qu'on est équilibré. Et l'équilibre, justement, c'est un travail, un entraînement régulier sur chacun des éléments pour pouvoir les équilibrer à l'intérieur de nous. Sur chacun des corps, pour qu'ils soient en équilibre les uns par rapport aux autres. Point numéro 3. Les 4 éléments dans le corps humain. Les éléments agissent directement à l'intérieur de ton corps. Le feu agit principalement dans la tête. Il est lié à la volonté, l'action et la transformation. Dans sa polarité positive, il est constructif. Dans sa polarité négative, il peut se manifester par la colère, l'irritation ou l'inflammation. Donc ici, je ne vais pas rajouter plus de détails parce que pareil, comme dans la dernière semaine, ce sont des points de méditation très importants. Vous allez devoir petit à petit méditer sur les éléments pour pouvoir les cerner. Donc je ne vais pas vous voler votre travail. Donc je vais lire les descriptions et on va passer à la suite pour que vous puissiez avoir votre champ de méditation et d'expérimentation neutre quand vous allez le faire. Donc l'air agit principalement dans la poitrine, il joue le rôle de médiateur entre le feu et l'eau, il est lié à la communication et à l'équilibre. Dans sa polarité négative, il peut créer de la dispersion ou de l'instabilité. Polarité, je rappelle, c'est quand il y a un opposé, ça s'appelle polarité, d'accord ? La polarité du mal, c'est le bien, la polarité du mensonge, c'est la vérité, la polarité du plus, c'est le moins, vous voyez ? Donc, pour ceux qui ont un peu du mal avec le terme polarité. L'eau agit principalement dans l'abdomen. Elle est liée aux émotions et aux fluides. Dans sa polarité positive, elle est nourricière. Dans sa polarité négative, elle peut générer de la stagnation, de la peur ou de l'apathie. La terre agit sur l'ensemble de la structure du corps, les os, la chair, les tissus. Elle apporte la stabilité dans sa polarité positive. Elle est structurante dans sa polarité négative. Dans sa polarité positive, elle est structurante. Et dans sa polarité négative, elle peut créer de la rigidité ou de l'inertie. Vous vous rappelez ce que je vous ai parlé au niveau de la densité, d'accord ? Donc la densité, quand quelque chose est dense et bien structuré, une colonne c'est structuré, d'accord ?
quelque chose qui est dense et pas structuré, c'est juste lourd et inerte. Les éléments ont 3 grandes fonctions dans le corps. Construire, maintenir en vie et dissoudre. C'est des principes alchimiques, ok ? Donc construire, générer, parce que les polarités, quand elles se mélangent, le masculin et le féminin, ça crée de la génération. Donc ça génère des qualités, des défauts, des situations, toutes sortes de ressentis. Ça peut maintenir, par l'eau, par la terre, voilà, on peut maintenir quelque chose, ou dissoudre. Si on augmente le feu ou on laisse l'eau, ça peut dissoudre. Voilà. Donc on a ces 3 mouvements primordiaux intérieurs à notre corps subtil, qui sont la génération, le maintien et la dissolution. On se rappelle le principe alchimique qui est solve et coagula, donc dissoudre et coaguler et maintenir. Donc je vous rajoute rien là-dessus, je vous laisse faire vos méditations et j'attends vos questions après vos méditations, d'accord ? Parce que vous allez rentrer à la rencontre des éléments à l'intérieur de vous, de la façon la plus neutre possible. Il va falloir que vous vous posiez des questions quand elles se présenteront devant vous. Point 4. Les fluides électriques et magnétiques, plus l'akasha et le tétragramme. Dans ton corps circulent deux fluides subtils. Le fluide électrique, plutôt actif, qu'on appelle yang, qui est lié au feu, celui qui bouge, celui qui écrit, celui qui explose, celui qui découvre. Et le fluide magnétique, plutôt passif, yin, est lié à l'eau. Celui qui conserve, celui qui stabilise, celui qui pose. Chez les droitiers, le côté droit est plutôt électrique et le côté gauche plutôt magnétique. C'est l'inverse pour les gauchers. Ça, c'est quelque chose que vous devez vous habituer à sentir. Que vos 2 mains n'ont pas le même impact, n'ont pas le même fluide en mouvement à l'intérieur. Vous devez vous habituer à le sentir. Chaque jour, essayez de ressentir les fluides de vos mains. Vous allez sentir que votre main polarisée négativement, elle absorbe. Si vous touchez quelqu'un qui est malade, vous allez voir, vous allez sentir des petits pics qui rentrent à l'intérieur de vous. Et votre main qui est polarisée positive, elle pousse, elle injecte, elle écrit. Vous voyez ? Si vous touchez quelqu'un qui est malade, vous allez lui rajouter de l'énergie comme ça et lui prendre de l'énergie comme ça. Donc c'est comme ça qu'on peut magnétiser quelqu'un et le guérir avec le magnétisme. Ces fluides sont le reflet des 4 éléments réunis. L'akasha, le principe éthérique, divin, est présent dans le sang et dans la semence. C'est pour cette raison que certaines personnes mal intentionnées ont cherché à utiliser ces substances au cours de l'histoire. On sait que le sang et le sperme sont utilisés dans la majeure partie des rituels de magie, sorcellerie, etc. Parce qu'il y a le principe éthérique à l'intérieur et on peut le charger beaucoup plus facilement que le reste, mais ça on le verra plus tard. Le fluide électromagnétique qui circule dans le corps humain est en réalité la même réalité que le secret du tétragramme, Yod-He Vav-He, des kabbalistes. Il représente l'union des 4 pôles et la force vitale qui anime tout. Ça, c'est un très très grand secret. Je ne vais pas pouvoir le couvrir en une seule séance maintenant, on va y revenir plusieurs fois. Le tétragramme, c'est 4 phases d'une structure qu'on va retrouver en permanence. Donc, ici, on la retrouve dans les éléments. Donc, les éléments s'intergénèrent entre eux, s'interpénètrent et s'interopposent entre eux. C'est l'action du tétragramme qu'on va retrouver dans les 4 phases de génération du désir, dans les 4 phases de création de l'humain qui passe en groupe, puis en société, puis en humanité. Enfin, voilà. Ces 4 phases, on va les retrouver partout autour de nous, un peu comme les 10 séphirotes. C'est pour ça qu'on pourra revenir plusieurs fois dessus. Donc ici, on a l'application hermétique des 4 phases qui est ce secret tétragrammique des éléments. Donc, plus tes éléments sont en harmonie, plus ton rayonnement énergétique est fort, pur et pénétrant. C'est le secret du magnétisme. C'est le secret du magnétisme. Si mes éléments sont équilibrés, quelqu'un de sensible, il va me sentir à 100 mètres. Vraiment. Les femmes, plus particulièrement, ont cette sensibilité-là, de ressentir l'aura de quelqu'un. Donc l'équilibre qu'on a à l'intérieur de nous, plus nos entraînements, ça nous génère une certaine aura. Une aura qui peut
clairement influencer la réalité directement autour de nous. J'ai souvenir de la mer et de Sri Aurobindo, dont on disait qu'ils étaient palpables à 10 km autour de leur lieu de résidence. Donc il contrôlait la réalité dans les 10 km autour de lui. L'entraînement, les éléments. Point 5. Alimentation, respiration et hygiène des éléments. La nourriture et la respiration sont les combustibles des éléments. Alors, la nourriture et la respiration sont les combustibles des éléments. Ça veut dire que ce qu'on mange et ce qu'on respire, ça alimente direct les éléments. Ça, c'est à méditer aussi. Vous alimentez le feu, vous alimentez l'air, vous alimentez l'eau, vous alimentez la terre par votre respiration et votre nourriture. Donc, vous devez méditer à qu'est-ce que je fais pour alimenter quoi? Comment j'alimente le feu, comment j'alimente l'air, comment j'alimente la terre, par ma respiration et par ma nourriture. Je prends un exemple, si je bois de l'alcool, c'est assez facile à deviner que j'alimente le feu. C'est du feu liquide. On peut le vérifier, si on l'allume, il prend feu. Donc, je sais que en buvant de l'alcool, j'alimente l'élément feu en moi. Après, comment sera-t-il polarisé? Est-ce que je vais rigoler avec tout le monde ou est-ce que je vais me battre avec tout le monde? Ça, c'est une autre question. Mais la nourriture des éléments la combustion des éléments, l'action des éléments va être nourrie par la nourriture et la respiration. Ça veut dire que la respiration, il y a une façon de la polariser pour nourrir un élément. À savoir qu'une respiration de base nourrit tous les éléments, bien sûr, mais ça veut dire qu'on peut polariser, augmenter l'effet d'une respiration pour augmenter un élément. C'est comme ça que se déclenchent les pouvoirs. Une alimentation trop monotone ou déséquilibrée crée des déséquilibres dans le corps. Si vous mangez tous les jours des brocolis, même si c'est bon pour la santé, au bout d'un moment, ça ne va plus le faire. Quand un élément est en excès ou en manque, le corps envoie des signaux clairs. Excès de feu, soif, envie de mouvement, irritation. À savoir que ça peut être votre programmation de départ, ça veut dire la façon dans laquelle vous êtes né. Si vous avez beaucoup d'éléments feu, peut-être que vous êtes quelqu'un qui a tout le temps soif, qui est tout le temps excité, qui est tout le temps en train de bouger. Parce que vous avez beaucoup de feu. Donc, si vous vous entraînez, vous saurez que il faut un petit peu moins mettre de feu, augmenter l'air, l'eau et la terre pour pouvoir faire un équilibre, et vous aurez moins soif, serez moins excité et moins énervé. Manque d'éléments air, faim, besoin de clarté, déséquilibre d'eau, sensation de froid ou émotion excessive, excès de terre, fatigue, lourdeur, envie de repos. Pareil, ça rentre dans la méditation que je vous parlais au début de ce module. Je ne vais pas en rajouter beaucoup plus, je pense que c'est déjà pas mal pour chercher à l'intérieur de nous ces éléments. Donc comment on les ressent quand ils manquent de quelque chose ou quand ils sont en surplus. Une hygiène de vie saine permet de maintenir l'harmonie des éléments. Donc on verra après une partie sur l'ascétisme. Donc faut pas exagérer. D'accord, une vie saine, ça veut dire équilibré. Ça veut pas dire que je fais des jeûnes 90 jours par mois. Voilà, c'est sans exagérer. D'accord, une vie saine, ça veut dire une vie équilibrée. Une vie où je ne me prive pas de plaisir non plus. Où j'équilibre le plaisir et le travail. Où j'équilibre la sensation de rien avec la sensation de plein. D'accord ? Le but, c'est d'avancer, c'est pas de se faire du mal. Le but, c'est d'aller bien. Ok ? Maintenant, la partie pratique. L'attitude fondamentale du pratiquant. Avant de commencer les exercices, il est essentiel d'adopter la bonne attitude. Tu dois entraîner corps, âme et esprit en même temps. Un entraînement partiel crée des déséquilibres et peut même être dangereux. Rappelez-vous, l'autre fois, je vous parlais d'une plaque en verre qu'on enfoncerait dans l'eau. Si on l'appuie pas bien des quatre côtés, elle va tomber. Et on va tomber avec. Si elle se brise, on va se couper. Donc, on doit avoir un entraînement complet. Entraîner tout en même temps. C'est pas la peine de prendre juste les exercices qui vous plaisent et qui sont faciles à faire à l'intérieur des exercices qu'on va vous donner. Parce que vous allez vous faire du mal. Faites pas ça. D'accord ? Ça marche pas comme ça. Vous devez prendre l'ensemble des exercices. À chaque fois, je vous souligne ceux qui sont les plus importants. Vous devez discerner aussi lesquels sont polarisés sur quel élément et sur quel type d'équilibre. Sois tolérant et bienveillant envers les autres, mais très sévère et exigeant envers toi-même. Ça, alors je sais que chacun sa nature, c'est pas forcément facile à faire.
Mais je vous conseille quand même de tendre vers cette nature qu'on appelle la racine d'Isaac, d'être tolérant et bienveillant envers l'environnement et très dur envers soi-même. D'accord? Vous pouvez être dur aussi envers l'environnement en fait, mais il faut être dur envers vous-même. Et essentiellement, il faut être dur envers vous-même. Si vous êtes dur envers vous-même, vous serez forcément plus tolérant envers l'environnement. Ne critique jamais les autres, balaye d'abord devant ta propre porte. Comme je vous ai dit tout à l'heure, chacun est venu faire son choix et a le droit de faire son choix. On n'a pas à critiquer les choix des uns et des autres. On peut trouver ça étrange, on peut trouver ça malvenu, on peut trouver que ça ne nous correspond pas, mais on ne peut pas critiquer quelqu'un de faire son choix, il a le droit de faire ce qu'il veut. Même les pires des choix. Même les pires des choix. Ça ne veut pas dire que je vais ne pas réagir si je vois quelqu'un faire quelque chose de très grave devant moi. Si je sais que ça m'implique et que je sais comment réagir, bien sûr que je vais réagir. Mais ça ne veut pas dire que je juge la personne. Condamner un acte, c'est pas condamner une personne. D'accord? Quelqu'un peut faire un acte que je trouve pas bien, sans pour autant que je me permette de juger la personne. D'ailleurs, très souvent, si je vois quelqu'un faire un acte que moi, je trouve répréhensible, je l'analyse par rapport à ma projection de moi-même dans sa situation. C'est-à-dire que si j'étais lui et que je faisais ça, ce serait mauvais, ce serait mal, ce serait méchant. Mais la personne n'est pas moi. Donc en fait, j'en sais rien. Il y a des choses qui trompent pas. Ouais, effectivement, c'est difficile de tuer quelqu'un avec une bonne intention. Et encore. Donc ne critique jamais les autres, balaye d'abord devant ta propre porte, garde le silence sur ta voix, tes exercices et tes progrès. Donc ça c'est pour le monde qui nous entoure. Entre nous, on peut en discuter, ok? Nous, on forme un groupe. Donc dans le groupe, on discute des choses comme ça, là, on se partage un petit peu, mais il faut pas que ça sorte du groupe, d'accord? Si ça sort de l'égrégore, alors après, vous condamnez vos réalisations. Une réalisation qui n'est pas terminée, accomplie, saisie, finalisée, si elle tombe dans une mauvaise oreille, la mauvaise oreille va vous porter l'œil et cette réalisation va se casser. Donc, le silence protège et accélère le développement. Moins vous parlez de vos progrès spirituels, et plus ils vont accélérer. Parce que vous ne les faites pas peser par quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un commence à vous peser, alors il en vole une partie. C'est automatique, c'est les connexions qui sont comme ça. Donc, on peut parler à quelqu'un qui a la même intention que nous, qui s'entraîne comme nous, qui fait la même chose que nous. Parce que lui, quand il va nous écouter, quand il va nous peser, il va avoir la bienveillance de nous aider si quelque chose ne va pas, ou de nous demander s'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Il n'y aura pas cette intention fourbe ou jalouse qui va se cacher derrière ces mots. Ne force jamais ton développement. La patience, la persévérance et la ténacité sont indispensables. Je vais prendre l'exemple de l'assouplissement. Quand vous vous étirez, si vous forcez sur un étirement, vous allez vous déchirer quelque chose. Donc c'est pas comme ça que ça marche. Comme je vous ai dit, le but c'est d'aller mieux, pas d'aller pire. Donc soyez patient, persévérez, soyez tenace. Il y a des choses que vous n'arriverez pas à faire aujourd'hui pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais le fait que vous y pensiez chaque jour, que vous le répétiez chaque jour, que vous essayiez de le faire chaque jour, ça viendra, vous allez y arriver. Faites de tes exercices une habitude sacrée, au même titre que manger ou dormir. Donc je vous ai parlé l'autre fois du sacré derrière les exercices. Très important de sacraliser, c'est-à-dire donner une intention spirituelle à nos actes. Et ici, on remarque que manger et dormir aussi, ce sont des habitudes sacrées. C'est-à-dire que ça doit nous servir au but. Ça veut dire que quand on mange, on ne pense pas n'importe quoi. Avant de dormir, on ne pense pas n'importe quoi. On ne va pas regarder n'importe quoi. On ne va pas lire n'importe quoi. Si on considère que la vie est sacrée, que notre corps est un temple, on ne va pas faire n'importe quoi dans toutes les situations. Il y a beaucoup plus de choses sacrées que ce qu'on imagine. Donc là, on a les bases, manger et dormir. Mais il y a d'autres choses. Beaucoup de systèmes occultes ont négligé le travail d'introspection. C'est pourquoi ils n'ont pas obtenu de bons résultats. Ce travail psychique de préparation est indispensable pour obtenir l'équilibre magique. Alors bien sûr, pour pouvoir avoir une bonne attitude, vous devez mener une introspection envers vous-même extrêmement sévère, méticuleuse, précise, avancée, profonde. Vous devez vous analyser
jusqu'à que vous sachiez le faire en permanence. En permanence. Jusqu'à que vous ayez une distance à l'intérieur de vous entre vos pensées, vos actes et ce que vous êtes et votre essence qui vous observe. Vous vous observez en train de penser, vous vous observez en train d'agir, vous vous observez. D'accord ? Donc l'introspection, c'est de reconnaître. Donc, vous reconnaissez les actions que vous faites. Sans vous juger. Hein. Je ne sais pas si vous volez des sandwichs parce que vous avez faim, c'est pas le moment de vous juger. D'accord ? Vous notez simplement, j'ai volé des sandwichs parce que j'avais faim. Point. Qu'est-ce que je cherchais en faisant ça ? À me nourrir. Voilà. Qu'est-ce qui se passait si je le faisais pas ? J'avais trop faim, ça me faisait perdre la tête. Vous voyez ? Donc vous devez mener sur vous-même une introspection très profonde en sachant pourquoi vous faites les choses, qu'est-ce qui se passe si vous les faisiez pas. Enfin, il faut vous projeter en fait. Vous devez faire une réelle introspection de vous dans toutes les actions de votre vie, à savoir que tout ce que vous avez fait par le passé n'est pas effacé. Quelque chose que vous avez fait une fois, vous le faites tous les jours. Je vous prends un exemple pour grossir le trait, mais si vous tuez quelqu'un, chaque jour de votre vie, vous allez vivre avec cette information. Elle ne va pas disparaître. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire dans la vie et qui va disparaître. Si un jour vous fumez, tous les jours de votre vie, vous saurez que vous avez déjà fumé. Vous savez ce que c'est, vous connaissez ce que c'est. D'accord ? Vous enlevez des scellements à l'intérieur de vous, des scellements, c'est comme des seaux là, avec la cire. Quand le scellement est ouvert, il ne se referme pas. Faites attention à vos actions. Ne faites pas des choses avec lesquelles vous ne pourrez pas vivre toute votre vie. D'accord ? Parce qu'après, quand on fait des choses mauvaises, on ne peut plus oublier. D'accord ? Même si on boit, il y en a qui disent je bois pour oublier. Ouais, mais ils boivent tous les jours pour oublier, parce que tous les matins ça revient. Donc faites très attention. Donc votre travail d'introspection est extrêmement important. Vous avez une vidéo que je vous ai laissée pour faire l'introspection correctement, avec un principe alchimique dedans qui est d'observer dans la matière ce qui se passe, dans les émotions ce qui se passe et dans l'esprit ce qui se passe pendant une même action. J'ai agi de telle façon, qu'est-ce que je sentais, qu'est-ce que je pensais. Et derrière ça, il y a qu'est-ce que je recherchais. Et vous pouvez pousser jusqu'à qu'est-ce qui se serait passé si je ne l'avais pas fait comme ça. Voilà. Faites des expériences de pensée, projetez-vous le maximum possible pour atteindre la clairvoyance et la clarté. Puis on entraînera aussi les éléments qui apportent la clarté et la clairvoyance, bien sûr, hein, dans l'élément air, l'élément feu. Deuxième point, le journal magique. Tu vas tenir un journal magique personnel, c'est l'un des outils les plus puissants de ce chemin. Structure recommandée pour chaque jour, la date, l'heure, la disposition générale, c'est-à-dire comment vous vous sentez, un temps d'accord et d'humilité. Prenez un petit temps chaque jour pour vous rappeler que vous êtes quelque chose de petit et que l'univers est très grand et que Dieu, même s'il est en vous, il est très très grand. Une prière ou une intention du jour, ou les deux. Lavage, brossage, gymnastique légère, relaxation. Critique de soi, introspection. Plan des exercices du jour, c'est-à-dire sur quoi vous allez méditer, si vous allez faire sur les éléments, si vous allez faire sur une qualité, ça dépend. Posture, asana, c'est quelque chose qu'on verra après, vous devez apprendre à tenir certaines postures de la façon la plus stable possible jusqu'à que vous puissiez tenir des heures comme ça, jusqu'à que ça vous repose même d'être dans une posture, c'est une posture d'auto-régénération. L'autosuggestion, ce sera un grand outil pour modifier les traits de caractère qui vous déplaisent, avec certains types de méditation que je vous transmettrai aussi. Liste des exercices faits avec leur durée et leur notation. Vous les notez d'1 à 10, c'est-à-dire si vous les avez plutôt réussi, plutôt pas. Vous pouvez mettre plus et moins, enfin c'est vous qui voyez, mais notez-vous. Qu'est-ce que vous évaluez? Est-ce que vous avez bien fait cet exercice? Est-ce que vous êtes content de comment vous l'avez fait, etc. Les commentaires du soir, succès, difficulté, perturbation, prise de conscience. C'est-à-dire que chaque jour, le soir, vous préparez votre journal pour le lendemain, vous écrivez tout ce que vous allez faire le lendemain dedans. D'accord ? Après, le soir, vous vérifiez, vous reprenez votre journal, vous regardez si vous avez réussi à faire tout ce que vous voulez, et vous mettez votre commentaire dedans. Ça vous sera utile par la suite. Après, vous reprendrez ces journaux. C'est comme votre carnet d'introspection, il vous sera utile par la suite, vous les reprendrez.
Ce journal devient ton miroir le plus honnête. C'est-à-dire que c'est votre carnet de contrôle. D'accord ? À savoir que vous avez un carnet de contrôle et vous avez aussi le carnet de votre introspection. Un carnet blanc, un carnet noir pour vos défauts et vos qualités. Troisièmement, l'introspection, la connaissance de soi. Objectif, faire un inventaire honnête, complet et sans pitié de tous les défauts. Règle importante, sois impitoyable avec toi-même, n'embellis rien, note tout, même les plus petits défauts. Ce journal est strictement personnel. Ne montrez pas ce journal à n'importe qui. Ne le montrez pas tout court. D'accord ? Au professeur. Vous pouvez montrer le journal au professeur, parce qu'il peut vous aiguiller. Et ça, même entre vous, ne l'utilisez pas, parce que si un jour vous avez le malheur d'avoir une dispute, et encore, c'est le cas le moins grave, mais si un jour vous avez le malheur d'avoir une dispute, la personne en face de vous, si elle est prise par son ego, elle ne résistera pas à utiliser ce qu'elle a vu dans votre journal. D'accord ? Donc, si vous avez confiance au professeur, vous pouvez faire avec lui. Et encore, vous n'êtes même pas obligé. Mais si vous avez besoin de conseils, ne demandez pas à vos amis, tout ça, surtout pas à des gens qui sont proches de vous et qui ne sont pas dans le chemin, parce que ça pourrait vous coûter cher. Donc, soyez impitoyables. D'accord ? Donc, c'est pas la peine de se dire « Ouais, mais là, en fait, j'avais des excuses. » Non. Marquez, notez tel que ça s'est passé. Ce qui s'est passé, ça s'est passé, vous le notez. Vous ne l'embellissez pas. Vous notez les plus petits détails possibles. Normalement, un carnet d'introspection qui est bien tenu, il doit avoir au minimum une centaine de défauts, voire 200. D'accord ? C'est un minimum. Je sais que ça peut paraître beaucoup, je sais que ça peut paraître difficile, donc si vous n'y arrivez pas, commencez d'abord avec ce que vous pouvez. Si vous trouvez 20, vous trouvez 20. Si vous trouvez 40, vous trouvez 40. À savoir que ça va s'approfondir par la suite et que vous reviendrez dessus. Maintenir l'équilibre magique le plus longtemps possible prouve que tu es digne de recevoir des forces plus grandes et de responsabilités plus importantes. Donc petit à petit, ce journal il va servir à créer l'équilibre magique. Ça veut dire à créer l'équilibre entre les éléments. Ça veut dire équilibrer les qualités et les défauts à l'intérieur de vous. Quand ces défauts et ces qualités elles seront équilibrées à l'intérieur de vous, vous allez bénéficier d'un libre choix supplémentaire, puisque vous allez pouvoir choisir entre un défaut ou une qualité. Vous allez pouvoir choisir d'être en colère ou d'être apaisé. Vous allez avoir un équilibre qui vous permet de choisir dans quoi vous rentrez. Cet équilibre-là, il est nécessaire pour que vous receviez des pouvoirs supérieurs. Tant que vous ne l'avez pas, le développement vous est dangereux. D'accord ? Parce que mettons que vous ne contrôliez pas par exemple votre élément feu et que vous apprenez à l'accumuler. Eh ben, qui vous dit que vous n'allez pas tuer quelqu'un ce soir ? Parce que votre élément feu, vous l'avez trop accumulé et vous avez pété un plomb. D'accord ? Donc, il faut faire très attention. Il faut d'abord acquérir l'équilibre magique structurellement à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer. C'est pour ça que c'est dès le début. Classement des défauts par élément. Donc, dans votre carnet, vous marquez tous vos défauts. Une fois que tous vos défauts sont notés, vous allez les classer par élément. Puis après, par pondération. Donc, classement par élément. Donc, le feu. Alors, pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce que c'est des points de méditation. Je vais juste lire comme c'est marqué, puis vous chercherez par vous-même. Feu, colère, irritation, impatience, jalousie, haine, vengeance, impulsivité, orgueil excessif. À savoir que chacun selon sa nature peut placer une qualité ou un défaut dans un autre élément. Il y a des impatiences qui sont issues de la terre, par exemple. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à se déplacer, beaucoup de mal à bouger, et ça le saoule d'une façon extraordinaire, mais son côté terre qui le rend lourd et qui lui tape sur les nerfs. Et ça peut être de l'eau, en fait, chaque défaut peut sortir d'un élément. Vous devez faire votre classement à vous. C'est pour ça qu'ici, ce qui est donné, c'est pour vous faire méditer seulement. Ce ne sera pas forcément vrai comme ça. Puis vous pouvez avoir une expression, par exemple la colère peut sortir du feu à l'intérieur de vous ou sortir de l'eau à l'intérieur de vous. Vous pouvez avoir une colère très émotive ou alors une colère très destructrice. Et c'est pas forcément le même élément qui la génère. Donc il faut que vous écriviez le plus précisément sur vous-même comme vous vous sentez. C'est pas la peine de correspondre exactement à ce qui est écrit. Comme je vous ai dit, c'est à titre informatif que c'est écrit. Donc R, bavardage, dispersion, vantardise, instabilité, superficialité, jugement excessif, besoin excessif de reconnaissance. Ce sont des exemples. O, peur, apathie, paresse émotionnelle, dépendance affective, mélancolie, manque de limites, victimisation. Encore des exemples.
terre, rigidité, entêtement, paresse physique, avarice, résistance au changement, lourdeur, routine excessive. Voilà. Et une cinquième catégorie, indifférent, les défauts dont on n'est pas encore sûr, ceux qu'on ne sait pas encore où classer. Si vous en avez, vous les mettez dans la catégorie indifférent et vous les reclasserez par la suite. Pour chaque élément, classe les défauts en 3 catégories. A, B ou C. Donc A, c'est les défauts forts, fréquents qui dominent facilement. B, les défauts moyens qui apparaissent régulièrement. Et C, les défauts qui sont rares. D'accord ? Ça va vous servir à faire la pondération. Donc après, quand vous aurez fait ça, quand vous aurez noté si le défaut vient souvent ou pas souvent, on apprendra à faire un pourcentage. Comme ça, vous aurez un pourcentage précis de vos qualités et de vos défauts à l'intérieur de vous. À savoir que l'objectif sera avec l'avancement que vos défauts et qualités s'équilibrent. C'est-à-dire que vous arriviez, je ne sais pas si vous avez 22% dans l'élément R, il va vous falloir entre 22 et 25% dans tous les autres éléments. Et pas un élément à 10 et un autre à 30 et un autre à 50. Non, ça ne va pas le faire. L'équilibre, ça va être d'avoir une mesure commune dans tous les éléments qui sont à l'intérieur de nous. Ça peut paraître difficile vu d'ici quand on n'a pas commencé, mais c'est pas si dur que ça. Il suffit de le faire et d'être sérieux et de le répéter chaque jour. Et ça vient. Je le confirme que ça vient. Espace de travail introspection, exercice à réaliser cette semaine. Donc je vous ai mis à chaque fois un workbook. Donc pour vous donner l'exemple, vous voyez quand il y a les traits comme ça là, c'est un exemple de comment vous pouvez travailler votre cahier. D'accord ? Donc c'est pas obligatoire de faire comme ça, mais voilà, par exemple, ici on a les classements, donc feu, il n'y a pas assez de place bien sûr. Donc feu, ce sera peut-être 4 pages, et puis 4 pages pour l'air, et 4 pages pour l'eau, et 4 pages pour la terre, d'accord ? C'est à vous de trouver la meilleure combinaison. Je vous aide un peu en vous donnant quelques inspirations, je pourrais vous en donner d'autres si vous voulez, comment organiser vos cahiers, etc. Mais il vous faut trouver la meilleure façon de vous organiser, la façon la plus propre de vous organiser. Je vous rappelle que vous devez écrire ça sur une feuille avec un stylo ou un crayon et pas sur un ordinateur. Pourquoi ? Parce que vous ne mettez pas en lumière quelque chose en le rentrant dans l'écran. D'accord ? C'est des touches. Vous le mettez en lumière quand vous l'écrivez. L'écriture, elle a une racine spirituelle qui fait que les choses passent de l'obscurité à la lumière quand on les écrit. On utilise le minéral du stylo, de l'encre ou du crayon pour poser sur le végétal du papier, graver dessus une vérité. Okay ? Donc écrivez du mieux possible, de votre plus belle écriture. D'accord ? Vous êtes en train de graver, d'écrire votre Torah. Vous écrivez la Bible sur vous-même. Donc c'est quelque chose de sacré, très important. Faites-le à la main, prenez le temps de le faire. Critères pour passer au module 3, avoir terminé la première liste honnête entre 70 et 100 défauts, les avoir classés par élément, plus avoir tenu le journal magique pendant au moins 10 jours. En effet, normalement pour passer au module 3, alors je sais que je vous ai passé les modules une fois par semaine. C'était un peu une expérience, je voulais voir un petit peu les réactions du groupe. Vous avez vu, je vous ai donné 6 modules en premier et puis on est reparti au premier parce que la participation n'était pas vraiment idéale. Donc on va aller tranquille, on va faire que tout le monde puisse avancer et compter entre 7 et 10 jours à chaque fois pour une série d'exercices, en tout cas pour un fascicule que je vous distribue. Voilà les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Bonne continuation et bonne chance.